Donc jusque-là, on a parlé de complexité en temps, complexité en mémoire, et en fait, il y aurait plein d'autres complexités qu'on pourrait évoquer, on va manquer de temps, et ça sort aussi largement de l'ambition de ce cours, mais juste pour évoquer le fait qu'on pourrait parler de complexité parallèle, donc des machines avec plusieurs processeurs. Ce qui est clair, si vous y réfléchissez, c'est que le nombre de processeurs reste une constante, c'est toujours une machine de Turing en termes de puissance. Donc n processeurs, c'est la même chose que un processeur. On peut toujours le simuler avec un processeur. C'est juste un ralentissement polynomial près. Par contre, si on s'autorise des machines qui peuvent avoir un nombre variable de processeurs, on tombe dans la complexité parallèle. On peut aussi considérer des algorithmes qui ont la possibilité de faire des tirages aléatoires, complexité randomisée. On peut utiliser des modèles plus futuristes avec la complexité quantique. On peut utiliser des modèles analogiques et travailler avec des réels et des quantités continues. Il y en a une dans mon bureau, par exemple. Tout ça, c'est d'autres complexités et je ne souhaite pas faire un cours sur tout ça, mais vous donner quelques saveurs de la complexité qu'on peut obtenir et ce qu'on arrive à dire. Et vous avez dans les transparents beaucoup plus que ce que je vais dire oralement ici. Je vais simplement vous montrer quelques saveurs. Donc la complexité parallèle, il se trouve qu'on peut prouver que le temps parallèle, c'est essentiellement de l'espace pour les machines de Turing. C'est une chose auquel on ne s'attend pas a priori, et c'est la thèse du parallélisme. Donc le temps parallèle polynomial, c'est-à-dire ce qu'on arrive à résoudre en temps parallèle polynomial, c'est p-space, et réciproquement. Donc je veux dire temps parallèle polynomial sans aucune borne sur le nombre de processeurs. C'est possiblement un nombre exponentiel de processeurs. Et le temps parallèle polylogarithmique, c'est l'espace polylogarithmique. C'est ce qu'on appelle la thèse du parallélisme, qui est parfois pas très connue. Mais du coup, ça permet de discuter quels sont les problèmes qui se parallélisent mal. Un problème qui se parallélise mal, finalement, on peut utiliser ce qui précède, les classes, pour dire que on s'attend à ce que ce mal se paralléliser, finalement, c'est un problème difficile pour la classe de complexité plus grande. Là, en l'occurrence, les problèmes qu'on a envie de considérer comme bien se parallélisant, c'est ceux qui utilisent en fait un nombre polynomial de processeurs et qui ont une complexité parallèle qui reste polylogarithmique. Donc c'est la classe NC de choses qui se résolvent bien en parallèle. Donc on ne sait pas si NC est inclus strictement dans P, donc on ne sait pas si NC est égal à P, on sait que NC est dans P. Mais du coup, si NC c'est pas P, comme on le conjecture, ça veut dire que les problèmes qui se parallélisent mal, c'est les problèmes de P qui ne seraient pas dans NC. Et donc, typiquement, ce serait un problème qui serait difficile pour P. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes difficiles pour P? Pour que ça ait un sens profond, il faut que je prenne une relation de comparaison, donc qui n'est pas ma relation être plus facile d'auparavant, parce que sinon, ça n'a juste aucun sens. Tous les problèmes, ou presque, sont difficiles. Sont P difficiles, dans P. Donc si on prend quelque chose de plus fin, en supposant par exemple qu'on prend une réduction, non pas fonction f de la réduction, non pas calculable en temps polynomial, mais calculable en espace logarithmique, il y a des problèmes P difficiles. Et un problème P difficile, c'est par exemple l'évaluation au calcul propositionnel que j'avais pris comme exemple de problème dans P. En fait, il est aussi P difficile. Si je le reformule sous la forme booléenne, c'est je me donne n équations booléennes du type E1 égale 0, E1 égale 1. EK est une conjonction de choses obtenues auparavant ou une disjonction. Et on veut la valeur de En, donc le dernier élément de cette suite. Ça, c'est un problème difficile pour P, dans P, et P difficile, donc P complet. Et du coup, c'est un exemple typique de problème auquel on s'attend à ce qu'il se parallélise très mal. C'est un problème essentiellement séquentiel. Donc si je cherche les problèmes les plus durs à paralléliser, c'est un problème comme celui-là. La complexité randomisée, juste pour dire qu'on a un très joli paysage avec les algorithmes de Las Vegas, de Monte Carlo, que je définis ici via leur vision en complexité, et dans le paysage avec P, NP, PSP, ça nous permet d'introduire plein de classes. Donc les algorithmes de Las Vegas et de Monte Carlo sont ici avec ce que l'on sait entre toutes ces classes. Voilà. Bon,
J'en dis pas plus, simplement vous avez des exemples dans les transparents d'algorithmes non triviaux probabilistes, donc pour montrer que l'utilisation de probabilité permet de résoudre efficacement des problèmes auxquels on ne s'attend pas a priori. Donc par exemple, comment est-ce qu'on peut tester la nullité d'un polynôme en tirant au hasard des racines et en utilisant le fait qu'un polynôme ça a peu de racines. Et surtout pour utiliser ça pour les problèmes de graphes, donc pour savoir si un graphe possède un couplage parfait. Ça donne un algorithme très efficace, mais randomisé. Ou alors pour des problèmes de calcul de déterminant ou de calcul de variante du déterminant. Bon, la complexité quantique, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, il y a, par exemple, en complexité quantique, on peut factoriser, où il y a des problèmes qui deviennent difficiles, etc. Je n'en dis pas plus, je vous invite simplement à regarder ce que l'on sait en regardant dans les livres ou sur Internet, avec tout ça est fascinant, et